Je vous invite à poser vos questions. En rappelant juste avant de formuler la question qui vous êtes, on en a besoin en fait pour ensuite délimiter précisément les temps de parole en vue d'une retransmission radiophonique. Et on a des micros. Les micros sont branchés là. Oui. Pardon, Yannick. Je voulais revenir sur le beau terme que vous avez cité avec Fanny-Stanton, qui contient toute une évolution de la position vis-à-vis du monde, déjà dans la grammaire grecque, puisque le terme phainesta, le verbe phainesta, se construit de deux façons. Avec infinitif, elle indique le fait qu'on paraît ce que l'on n'est pas, et avec participe, elle indique que l'on est réellement ce que l'on paraît. Donc c'est toute l'histoire de ce travail de la conception vis-à-vis du réel, du dehors, qui est inscrite ici, au fond, sera je dirais, les présupratiques jusqu'à Merleau-Ponty, avec beaucoup de revirements. Je pense qu'il y a une école, par exemple, initiée par Platon, je pense, qui est ascétique, qui va se retrouver chez Plotin, chez les pères de l'Église, etc., et qui va nous mener à une sorte de déperdition du sensible, dans le sens inverse. Si on part des atomistes et des présocratiques, on ira jusqu'à Merleau-Ponty. Donc il y a cet entrecroisement, et c'est absolument net chez Jean-Paul Michel. Oui, merci. Je crois qu'il y a chez Jean-Paul Michel un refus de la coupure platonicienne entre le sensible et l'intelligible, et donc sans adhésion évidemment théorique à la phénoménologie, une dimension phénoménologique d'une partie de sa réflexion. Et je pense au paragraphe 7 de Sein und Zeit, où Heidegger reprend la question du phénoménon pour bien souligner que, contrairement à une certaine tradition issue de Platon, le phénomène n'est pas seulement l'apparence, mais l'apparaître. Et il y a ce souci de l'apparaître comme justement manifestation sensible de l'être, et d'un être inséparable de son apparaître, hein, qui est dans le mode, en effet, du phénoménon qui... Michel Collot, Non, votre nom. Serge Canadas. Je vous avais reconnu quand même. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que vous vous êtes demandé que représentait cette position, surtout je pense à la francité, à la culture française, à la société française et à l'histoire contemporaine, la tension qu'il y a entre quelqu'un qui parle de divin, avec le sens quasi synonymique de réel, donc qui s'oppose par ailleurs à toute la réalité ordinaire, tout le monde des objets, etc., et qui par ailleurs affirme à plusieurs reprises son athéisme, et cependant cet athéisme, je peux dire que c'est un peu la position que l'on trouve chez Bataille, c'est-à-dire occuper l'absence de Dieu, ce qui n'est pas rien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit un peu de Michel, de la poésie peut-être, écrite en français, et qu'est-ce que ça nous dit d'une société française qui semble toujours en quelque sorte, elle aussi en tension entre, disons, le religieux, entre guillemets, qui comprend tout ce qui n'est pas l'institution. Parce qu'on pourrait dire, par exemple, le Christ annonce le premier athéisme, puisqu'il s'oppose directement à tout le clergé, et toute idée même, disons, ecclésiastique. Et voilà, et par ailleurs, comme vous savez, la société bloquée peut-être par ce qu'on appelle le laïcat, en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est-à-dire que, est-ce que vous ne sentez pas qu'il fait résonner un ensemble de valeurs qui nous parlent particulièrement en France?
C'est une grande question que vous soulevez là. Je vais essayer de répondre au moins. Alors, sur la situation dans le, je dirais, pour faire simple, dans le champ poétique contemporain, il me semble que, je pense à Yves Bonnefoy, qu'on a parfois considéré comme crypto-chrétien, ou qui a toujours affirmé son athéisme, qui s'est fait incinérer au Père-Lachaise pour qu'il n'y ait pas de traces de tombeaux où on vienne faire un pèlerinage. Donc, parce que, comme Yves Bonnefoy, me semble-t-il, mais aussi, je prendrai un autre exemple majeur, Philippe Jacotet, bien que chez celui-ci, la chose soit encore peut-être plus ambiguë, il y a, d'ailleurs c'était le titre d'une thèse qui, je crois, comportait dans son corpus aussi Guy Vic, on ne peut pas soupçonner, mais qui pourtant, lui aussi, confronte le langage à quelque chose qui déborde le langage et qui, à partir de là, est de l'ordre d'un sacré, en prenant évidemment de ce sacré la définition qu'en a donnée Otto, le tout autre. Le sacré, c'est le tout autre. Mais alors, ce tout autre, c'est par exemple avec beaucoup d'insistance chez Jean-Paul Michel, le réel. Le réel en tant qu'altérité radicale. Et on le trouve là aussi chez Reverdy. Le réel désiré la poésie est le bouche-abîme du réel désiré qui manque. Quelqu'un qui a vraiment de très près connu la tentation et la tentative religieuse, puisqu'il s'est converti puis déconverti, mais qui a gardé, je dirais, cette structure de l'expérience poétique, qui est de maintenir le sens d'une confrontation à ce qui dépasse. Et c'est sûr que, alors sur le plan d'une société, enfin c'est une très très vaste question, mais le maintien de cette dimension, je pensais à un paysagiste qui est Bernard Lassus, qui disait que dans la construction de nos espaces, même concrètement, il fallait laisser place pour le démesurable. Et que, d'une certaine manière, nos sociétés, aussi, qui ont la puissance de la démocratie, ont besoin aussi d'avoir à leur horizon quelque chose qui soit de l'ordre du tout autre et du démesurable, qu'on peut nommer le sacré, et qu'on peut à ce moment-là distinguer du religieux ou des religions qui prétendent justement, malgré tout, en quelque sorte apprivoiser ou domestiquer ce sacré. Voilà. Et c'est une très grande question. Oui, merci. J'éprouve une certaine surprise, finalement. C'est le titre de ce colloque. Je ne connais pas grand-chose à la poésie, mais j'accueille des poètes de temps en temps, comme vous l'avez dit. Là, j'ai l'impression d'un poète jardin, d'un poète qui rencontre ce qui est ma propre démarche, qui est de faire de la prospective. Mais j'essaye de faire une prospective que j'appelle la prospective du présent, et qui essaye de voir ce qui est déjà du futur dans le présent et qui peut nous aider à concevoir des futurs souhaitables. C'est-à-dire, j'essaye de partir de champs de tension a priori insurmontables pour trouver des signaux faibles, c'est notre vocabulaire, qui pourraient monter en généralité, construire des devenirs souhaitables. Et donc voilà, je trouve que cette rencontre est tout à fait intéressante, parce que cette perspective, je la définis aussi comme devant articuler trois types de démarches, trois types de savoirs, des savoirs scientifiques, des savoirs professionnels et des savoirs poétiques. Et donc, je suis tout à fait passionnée finalement de cette rencontre, et je vous en remercie. Oui.
je voulais simplement dire que... Juste, pardon, Vous avez parlé de revers... rappelez votre nom. Jean-Marc Fournier, excusez-moi. Je voulais simplement dire que vous avez parlé de Reverdy à l'instant. Il me semblait qu'un petit peu avant, vous aviez parlé de, pour ce qui est de ce grand réel inaccessible de Georges Bataille, qu'il appelle le sacré, et on pourrait dire aussi de Hölderlin, qu'il appelle les dieux, qui appelle ce grand réel inaccessible les dieux. Je crois que c'est la même chose. Et je pensais que l'originalité de Jean-Paul Michel dans la poésie contemporaine, par rapport à notre poésie fréquente, notamment notre poésie, c'est que celle-ci ne s'est jamais remise, je crois, de l'échec de la tentative surréaliste de faire un réel transformé. De transformer le réel par le verbe. Voilà. Il y a une déroute quelque part qui n'a pas été assumée, qui est celle du projet surréaliste. Et à partir de là, la poésie contemporaine est tombée dans le nihilisme, très souvent. Dans le nihilisme, dans le rejet du beau, de toute idée de beau, même, etc. Oui, alors merci de votre intervention. Hölderlin, évidemment, une référence majeure pour Jean-Paul Michel. Les termes de Hölderlin, das Heilige, avec ce neutre que permet la langue allemande et qui ne personnalise pas ce divin. Et là aussi, Philippe Jacotet a un très beau texte sur justement cette approche où il dit c'est dans les figures du monde qu'il a rencontré ce qu'il appelle aussi l'inconnu. Donc il y a bien sûr cette tradition-là qui, quand même, par bien des aspects, est romantique. Le romantisme travaille notre modernité, dans des sens d'ailleurs qui peuvent ne pas être tous orientés de la même façon. Enfin, en tout cas, il y a cette filiation-là de la poésie contemporaine, et que de voir les contributions des poètes français au volume romantiques allemands de la Pléiade, par exemple, le traducteur Philippe Jacotet, André Dubouché, etc. Mais alors, de l'autre côté, le surréalisme, évidemment, a quand même cette ambition d'un surréel. Et je crois que c'est ça aussi que l'épreuve tragique, historique, métaphysique de la Shoah a remis en cause. C'est que le réel c'est devenu la réalité rugueuse à étreindre, et que malheureusement, ou peut-être aussi parce que il y avait eu la tentation de chercher ce surréel dans une dimension qui oublie justement la réalité rugueuse à étreindre, qu'il y a eu une réaction qui a pu être nihiliste en effet, mais tout simplement parce que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait quand même bien des raisons d'être affronté au néant, mais qui se survit dans une sorte en effet, de nihilisme un peu complaisant aujourd'hui, de manière quasi gratuite, parce que l'épreuve du négatif n'a absolument rien à voir avec le nihilisme. Il y a cette ruine, on pourrait dire, de ce qui fut le surréalisme, qui alimente ce nihilisme politique très vain, très stérile. Je vous laisse les responsabilités de votre jugement, que je partage en partie. Mais enfin, c'est compliqué. Non, mais... Donc c'est passionnant, mais le temps passe comme vous le voyez. Eh oui. Donc à moins qu'il y ait une toute dernière question rapide sur cette communication, on va faire une petite pause avant de passer à la suivante. Je vous propose une petite pause de 5 minutes. Oui.